Par les voies de recours qui s'ouvrent à lui, le justiciable possède la faculté de mettre en doute la parole du juge. La jurisprudence des juridictions supérieures confirme que le juge se trompe et que cela n'a rien d'occasionnel. Le doute entourant la décision juridictionnelle paraît peu compatible avec la rationalité d'une société rejetant le risque, en ce qu'il constitue une source d'imprévisibilité et de coûts potentiels non provisionnés. Doute et vérité voient leur rôle s'inverser selon les disciplines juridiques. Ainsi, la vérité qui s'affiche comme un absolu, un idéal à atteindre en matière pénale, se voit préférer le doute méthodique dans le cadre du procès administratif. Cela s'explique par la place de ce dernier dans la construction de la décision de justice administrative, parce qu'il faut hésiter et douter afin de ne pas se précipiter vers les évidences aveuglantes. D'aucuns refuseront de considérer le doute comme humilité ou sagesse du juge et préféreront y voir la manifestation du caractère faillible de l'homme derrière la robe. Rejetant l'incertitude et les coûts afférents, ceux-là même verront dans les applications logicielles dites d'intelligence artificielle la solution face au doute. Ainsi, l'algorithme pourrait être le meilleur des juges, ou, à minima, meilleur que le juge. À l'évidence, une automatisation du processus juridictionnel conduirait à écarter tout doute et offrirait la promesse d'une justice rendue plus égalitaire par une application totalement uniforme du droit. Confronté à cette conclusion, qui relève du gros bon sens, bien avisé serait le juriste-chercheur qui se garderait d'acquiescer trop rapidement à une technique qui, paraissant bonne au commencement, ne laisse pas voir le venin qu'elle cache. Avant de poursuivre, rappelons qu'un algorithme est la description d'une suite d'étapes permettant d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée. Cette précision apportée, interrogeons la pertinence de l'usage de l'algorithme au cours du processus juridictionnel. En premier lieu, il conviendra de souligner que les algorithmes déployés au sein des solutions logicielles dites d'intelligence artificielle sont l'œuvre de l'homme, qui importe trop souvent ses biais de jugement en fonction de sa propre conception du monde. Craignant que le fait du pouvoir précède le droit qui va instaurer, justifier, limiter ou intensifier ce pouvoir, la précaution éthique de l'interdiction de la justice algorithmique sera proposée. En plus d'assurer la pérennité des principes fondamentaux du procès, cette démarche préventive permettrait d'enrayer toute tentative de privatisation du processus juridictionnel par l'intermédiaire de logiciels dits propriétaires dont le code source n'est pas accessible. En second lieu, tant la place croissante des technologies numériques que la production exponentielle de données au sein de la société de l'information invite à ménager une fonction à l'algorithme au sein du procès, en le plaçant au service du juge. Le recours à cet outil, afin de suggérer au juge le sens de sa décision, pourrait conduire au même biais que précédemment, mais de manière subreptice. C'est pourquoi l'algorithme devrait voir son implémentation circonscrite à l'analyse des preuves, notamment lorsque sont en jeu d'importantes quantités de données. Là encore, la précaution est de mise et devrait conduire à l'exclusion de la collecte préventive de preuves. Grand 1. La précaution éthique de l'interdiction de la justice algorithmique. L'interdiction de la justice algorithmique poursuivrait un double objectif. Cette mesure préviendrait non seulement le risque de privatisation d'une fonction régalienne corrective, mais aussi le risque d'atteinte aux principes fondamentaux du procès. La prévention du risque de privatisation d'une fonction régalienne corrective. La notion de privatisation recouvre présentement deux réalités. Il s'agit tant du risque d'un transfert de l'exercice de la justice au secteur privé que celui d'une justice qui s'effacerait du domaine du visible par un processus d'opacification. Transformer la justice en algorithme conduirait à réduire celle-ci à l'état de simple logiciel, autrement dit de faire de cet art une technique. Le risque serait alors qu'au juge, agent de l'État, succède toute une série de prestataires privés mis en concurrence pour obtenir des lots qui correspondraient à autant de solutions informatiques dites d'intelligence artificielle et spécialisées dans tel ou tel aspect contentieux. Peut-être le juge resterait-il, en apparence tout le moins, le seul décisionnaire en ce qu'il serait chargé d'entériner les décisions algorithmiques dans l'objectif de leur conférer l'autorité de la chose jugée. Mais ce juge serait-il pour autant en mesure de comprendre réellement la mécanique mise en œuvre par ces traitements algorithmiques afin d'exercer un contrôle objectif sur ceux-ci? Ceux qui penseraient qu'une telle introduction d'intermédiaires privés dans l'acte du jugé serait impensable dans une démocratie libérale telle que la France pourraient interroger le phénomène qui touche un acte démocratique essentiel, le scrutin. En effet, un tel mécanisme de privatisation d'un processus démocratique peut déjà être observé avec le recours au logiciel de vote électronique, qu'il fonctionne sur une machine dédiée ou non. Bien souvent, ces logiciels sont dits propriétaires,
au sens qu'ils ne sont pas distribués sous une licence libre, et avec la conséquence que leur code source n'est pas ouvert. Dans ces conditions, il est impossible à l'électeur, comme au scrutateur, de contrôler effectivement les opérations réalisées par le logiciel. Ces acteurs du jeu électoral sont alors contraints de s'en remettre au concepteur du logiciel. C'est ainsi que ces opérations, pourtant cruciales pour la démocratie, reposent in fine sur la seule confiance accordée à un prestataire privé, en lieu et place de la confiance et du contrôle mutuel sur lesquels repose le vote sur support papier. Par son caractère numérique, il ne s'agit matériellement que d'opérations mathématiques, le vote se prêtait davantage à une automatisation à l'aide de procédés algorithmiques que la justice. En droit pénal, par exemple, le juge ne se contente pas d'additionner les peines. Il les personnalise, les réduit, les confond, les aménage, selon des critères qui n'ont rien de numérique. C'est ainsi qu'un frein technique s'est jusque-là opposé à l'algorithmisation de la justice. Toutefois, ce frein est en voie de desserrement avec les progrès croissants des solutions dites d'intelligence artificielle. Confier la justice à des acteurs privés porterait davantage à conséquence que de leur confier l'organisation d'un scrutin, puisque celle-ci a une fonction corrective. Partant, la justice constitue le dernier rempart de la démocratie, particulièrement lorsque la sincérité du scrutin, lequel en constitue le fondement, est mise en doute. Au-delà du doute, quant à la logique mise en œuvre par un logiciel pour parvenir à une décision de justice, planerait celui de l'intégrité de ce programme. Comment être certain qu'il n'a pas fait l'objet d'une cyberattaque quand le propre de celle-ci est de ne laisser idéalement aucune trace? Difficile à détecter, les cyberattaques sont également délicates à prévoir, dans la mesure où la composition de l'arsenal adverse est inconnue. En effet, si la compétence d'un concepteur d'armes de destruction massive se manifeste par l'importance des dégâts causés et leur visibilité, celle d'un pirate informatique réside essentiellement dans sa capacité à dissimuler ses actes dans le souci de conforter le caractère insidieux de son action. En plus de jeter un doute sur les motivations des décisions de justice et sur l'intégrité du processus juridictionnel, une telle privatisation de la justice ne serait pas sans risque pour le respect des principes fondamentaux du procès. La prévention du risque d'atteinte aux principes fondamentaux du procès. Ce serait se méprendre que de conclure à la neutralité des algorithmes. Conçus par des êtres humains, les solutions dites d'intelligence artificielle héritent des biais de jugement de leurs concepteurs. Qu'un algorithme ait pu par le passé qualifier une personne à la peau foncée de gorille constitue une discrimination regrettable. L'idée qu'un algorithme puisse à l'avenir réitérer une telle discrimination au cours d'un procès est insoutenable. Sapant le principe même d'égalité devant la justice, un tel événement aurait, au-delà de son impact psychologique sur la personne, des conséquences juridiques irrémédiables sur le justiciable. Nul n'est besoin de rappeler qu'un gorille est un animal et par conséquent un bien meuble doué de sensibilité. Ce déni d'humanité ferait perdre à cette personne la totalité de ses droits. Plus grave, privé de sa personnalité juridique, cet individu perdrait sa capacité à ester en justice, avec pour conséquence sans appel d'écarter toute possibilité de recours. Cette hypothèse extrême rappelle qu'automaticité n'est pas justice, et que tout contentieux, même d'une banalité ordinaire, mérite l'attention d'un juge. Le sociologue Gerald Bronner relève une externalisation de nombre de nos routines mentales par les intelligences artificielles. Dans le domaine de la justice, le principal risque serait de voir les contentieux sériels soumis à des jugements algorithmiques. Parce que leurs caractéristiques se prêtent particulièrement à la classification, la tentation de réduire un corpus de jurisprudence à un thésaurus, en vue d'entraîner une solution dite d'intelligence artificielle reposant sur une technique d'apprentissage machine, ne devrait pas être sous-estimée. À l'heure du traitement différencié des affaires par certaines juridictions, le respect des droits du justiciable et de la dignité de sa personne impose d'écarter l'argument qui consisterait à justifier l'automatisation des contentieux routiniers par le temps supplémentaire dont disposeraient alors les juges pour examiner les affaires les plus complexes. Exilé à Sainte-Hélène, Napoléon confiait « J'avais d'abord rêvé qu'il serait possible de réduire les lois à de simples démonstrations de géométrie, si bien que quiconque aurait su lire et eût pu lier deux idées, eût été capable de prononcer. Mais je me suis convaincu presque aussitôt que c'était une idéalité absurde. » Au siècle suivant, c'est Georges Vedel qui affirme qu'un système de pure logique, où tout se déduirait sans heurts par voie de syllogisme, ne peut correspondre aux besoins de la pratique juridictionnelle. Nier cette nécessité d'adaptation de la théorie à la pratique risquerait de mener à une mécanique destructrice de la réalité. Dans un monde où le langage a perdu de son pouvoir, et face au constat de la place de plus en plus réduite accordée à la discussion devant certaines juridictions, le contradictoire mériterait d'être conforté. Si l'on en convient, avec Hannah Arendt, que c'est en agissant et en parlant que les hommes font voir
qui ils sont, révèlent activement leurs identités personnelles uniques et font ainsi leur apparition dans le monde humain, le prétoire apparaît comme l'endroit propice à l'expression des sentiments et de l'émotion, autrement dit à la manifestation de notre humanité. Par la personnalisation et l'adaptation des décisions de justice qui découlent de la prise en compte de la spécificité de chaque justiciable, s'éloigne la crainte que l'homme ne puisse être qu'une machine. Si juger, c'est avant tout trancher, peut-être serait-ce ce qui distingue l'homme d'un algorithme qui n'est capable que de classer. Cette idée est déjà présente dans la pensée de Hannah Arendt, pour qui l'une des caractéristiques de notre cerveau est d'être capable de trancher entre deux alternatives contradictoires sur une base objectivement rationnelle. Et l'auteur de conclure que cette tâche d'arbitrage ne peut être l'objet d'un algorithme. Pour autant, ces considérations ne devraient pourtant pas conduire à bannir totalement l'algorithme du prétoire. Grand 2, l'algorithme au service du juge. L'interdiction de la justice algorithmique ne devrait pas faire obstacle à ce que l'algorithme soit mis au service du juge. Parmi les applications envisageables, l'aide algorithmique à l'élaboration de la décision juridictionnelle et l'appui algorithmique à l'administration de la preuve méritent d'être examinés avec une attention toute particulière. L'aide algorithmique à l'élaboration de la décision juridictionnelle. Dans son ouvrage Apocalypse cognitive, Gerald Bronner rapporte qu'une intelligence artificielle, Logix AI, a défié avec succès 20 avocats spécialisés dans les transactions commerciales. Il s'agissait de détecter les anomalies dans 5 projets de contrat. Les humains réalisèrent en moyenne l'exercice en 92 minutes, avec un taux de précision de 85%, tandis que l'intelligence artificielle s'en sortit en 26 secondes avec une réussite de 94%. En présence d'un tel succès, une volonté de rendre la justice plus précise et plus rapide pourrait conduire à doter le juge d'un tel outil. Plutôt qu'un substitut de l'homme, les algorithmes dits d'intelligence artificielle peuvent être vus comme une prothèse pour l'humanité, visant à augmenter les capacités de ses membres. Toutefois, il convient de rappeler avec Philippe Bess que les décisions algorithmiques ne sont pas plus objectives que les décisions humaines. Et même cantonner à un rôle d'aide à la décision pour le juge, l'immiscion de l'algorithme dans l'élaboration de la décision juridictionnelle ne serait pas sans risque. Tout d'abord, même réduit à un rôle de support technique d'aide à la décision, l'algorithme serait en mesure d'influencer le juge par les suggestions qu'il propose. Par conséquent, les biais dont l'algorithme est affecté seraient susceptibles de se reproduire dans le raisonnement du juge. Dès 1989, Jacques de Cornoy prévenait qu'une intelligence artificielle serait, si elle était réalisable, intrinsèquement ahistorique. Ce que Cathy O'Neil illustre en expliquant que ces algorithmes, de façon systématique, ont tendance à répéter ce qu'il s'est passé. Donc il y a des précédents historiques. Si on les utilise de façon aveugle, sans trop y réfléchir, en faisant des prédictions sur les bases du passé, voilà ce qu'il se passe, ça reproduit des choses. Cette boucle de rétroaction serait alimentée par le fait que le juge, suivant les suggestions d'un algorithme, enrichirait par chacune de ses décisions le corpus jurisprudentiel exploité par ce même algorithme pour améliorer ses suggestions. Partant, il est à craindre que le juge soit soumis à ce que Laurence de Villers qualifie de manipulation douce, et qu'il finisse avec ses collègues par s'enfermer dans leur propre expérience singulière, comme cela existe déjà dans certains groupes présents sur les médias sociaux. Ensuite, l'aide algorithmique à l'élaboration de la décision juridictionnelle ne serait pas sans conséquence sur le rituel du délibéré. Face à un outil se présentant sous l'apparence de l'objectivité, la disputation, qui est l'action d'examiner une question dans ses différents points, en pesant le pour et le contre, de discuter, de disserter, parviendrait-elle à subsister? Si elle venait à disparaître, la décision de justice ne révélerait plus la position de la collégialité, mais l'état plus ou moins figé d'un processus algorithmique. Et Gerald Bronner anticipait que l'histoire imaginée par des robots ressemblerait à un cercle, quand celle conçue par les humains aurait plus la figure d'une spirale évolutive et erratique. Enfin, le doute qui entoure la prise de décision juridictionnelle, notamment sur la matérialité des faits, n'est pas une fatalité. Il peut être réduit méthodiquement grâce à un recours maîtrisé aux solutions dites d'intelligence artificielle, notamment dans le domaine de l'administration de la preuve. L'appui algorithmique à l'administration de la preuve. Privé de tout appui algorithmique, le juge risquerait rapidement d'être noyé par le déluge numérique que constitue la mise en données du monde. Face au flux croissant d'informations auxquelles le juge est confronté, son manque de connaissances techniques pourrait lui compliquer la tâche, consistant à distinguer le vrai du faux. Le risque de banalisation des deepfakes dans les années à venir ne devrait pas être sous-estimé. Ces techniques, permettant de réaliser des trucages aussi sophistiqués que réalistes grâce à des solutions logicielles dites d'intelligence artificielle, pourraient voir leur disponibilité, leur facilité d'emploi accrue dans un futur proche.
Aux côtés des enquêtes que le juge pourrait diligenter ou solliciter dans le monde physique, l'institution judiciaire pourrait utilement se doter de solutions algorithmiques visant à détecter automatiquement ces faux et identifier leur origine. L'idée serait de rendre accessibles aux juges des solutions similaires à celles dont disposent les enseignants pour vérifier le caractère original d'une production étudiante. Circonscrit à des tâches de vérification, le risque de dérive causé par l'algorithme serait limité, mais pas nécessairement écarté. De plus, cet usage devrait faire l'objet d'un triple cadre, juridique, éthique et technique. Sur le plan juridique, les droits fondamentaux du procès devraient être réaffirmés. Ainsi, les principes qui en découlent ne devraient pas céder face aux nouvelles potentialités offertes par le développement de la technique. Par exemple, une solution dite d'intelligence artificielle, capable de détecter les mensonges du justiciable par l'analyse de sa température corporelle et des micro-expressions de son visage, devrait être écartée en raison de l'atteinte portée au droit de ne pas participer à sa propre incrimination. Au niveau éthique, la place accordée à l'algorithme au sein du procès ne devrait pas conduire à ce que l'administration de la preuve devienne le monopole des scientifiques. Dans son œuvre Conditions de l'homme moderne, Hannah Arendt mentionnait déjà que la capacité d'agir, au moins au sens de déclencher des processus, est toujours là, mais qu'elle est devenue le privilège des hommes de science. Ainsi, c'est un recours raisonnable à l'algorithme qui devrait être privilégié afin de préserver l'intelligibilité des échanges lors du processus juridictionnel. Toujours d'un point de vue éthique, la prudence invite à se méfier du solutionnisme technologique. L'expérience tirée de l'exploitation de preuves fondées sur les techniques d'analyse de l'ADN n'a pas permis d'accéder à la vérité absolue et infaillible, qui a pu être un temps fantasmé. Ici, c'est de l'existence d'un risque d'erreur algorithmique dont il convient de prendre conscience. Sur l'aspect technique, il paraît indispensable que le juge puisse voir sa solution éclairée par un expert judiciaire compétent sur les problématiques liées aux solutions logicielles dites d'intelligence artificielle. C'est pourquoi le développement de l'informatique légale mérite d'être encouragé, de même que le juge devrait être sensibilisé à cette thématique. Le triple cadre qui vient d'être présenté devrait permettre de limiter les risques de dérive, notamment celle de voir des preuves préconstituées massivement dans l'objectif de mettre en œuvre des techniques de justice prédictive. Souvent confondues avec la prévision de la justice prédictive reposerait, comme l'avait imaginé Michel Foucault, sur toute une série de surveillances, contrôles, regards, quadrillages divers qui permettent de repérer avant même que le voleur ait volé s'il ne va pas voler. L'avènement d'une justice prédictive constituerait une atteinte irrémédiable à la présomption d'innocence et acterait l'abandon du régime répressif au profit du régime préventif. Une telle confusion entre police et justice ne serait pas sans menace pour la démocratie libérale. Vouloir s'affranchir du doute en promouvant une justice algorithmique risquerait de faire peser de nouveaux doutes sur l'ensemble des décisions de justice. Sont-elles biaisées par un algorithme? Leur intégrité n'a-t-elle pas été violée par une cyberattaque? Confier à des algorithmes plutôt qu'à des êtres humains le soin de rendre justice risquerait d'aboutir, faute d'intelligibilité et de transparence, à une perte de contrôle démocratique. Au-delà de la réduction du doute qui peut peser sur les décisions de justice, il convient d'interroger les objectifs que pourrait poursuivre un projet d'algorithmisation de la justice. S'agirait-il de rechercher l'égalité parfaite, qui serait le fruit de cette inclinaison pour l'homogénéité que décrit Gérald Bronner, et qui relèverait davantage, selon ce sociologue, d'une quête de similitude que d'égalité? Serait-ce de réduire le budget alloué à la justice? À cette idée pourrait être opposé que la justice, tout comme le système électoral, ont un coût nécessaire, qu'il s'agisse de temps ou d'argent, et qu'il s'agit du prix à payer pour maintenir un régime démocratique. Ou bien cela viserait-il à réduire ou à faire disparaître le travail? Là encore, la pensée de Hannah Arendt se montre éclairante sur la question. Ce qu'il y a de fâcheux dans les théories modernes du comportement, ce n'est pas qu'elles sont fausses, c'est qu'elles peuvent devenir vraies. C'est qu'elles sont, en fait, la meilleure mise en concept possible de certaines tendances évidentes de la société moderne. On peut parfaitement concevoir que l'époque moderne, qui commença par une explosion d'activités humaines si neuves, si riches de promesses, s'achève dans la passivité la plus inerte, la plus stérile que l'histoire ait jamais connue. Toutefois, sur l'automatisation, l'auteur y voit l'opportunité d'utiliser ce que nous avons de plus spécifiquement humain en nous libérant de tout ce qui peut être automatisé. L'état actuel du droit positif ne permet pas de faire le choix d'une justice qui serait entièrement automatisée à l'aide de techniques algorithmiques. À l'échelle de l'Union européenne, cette interdiction peut être déduite de la directive dite polyjustice. En droit interne, elle est posée par la loi dite informatique et liberté. Toutefois, la formule retenue par le législateur ne revêt pas un caractère absolu. Rejetant un modèle de justice qui conduirait à un rejet du doute méthodique au profit d'une mécanique dystopique, le constituant pourrait intervenir à titre préventif, dans le même esprit qui a commandé à l'adoption par le législateur de la loi dite de bioéthique en 1994.
À défaut d'un encadrement précoce et extrêmement strict, loin d'être le meilleur des juges, l'algorithme mis en œuvre au sein du processus juridictionnel risquerait de conduire au meilleur des mondes.